Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le 100% foot Farid Co. Aujourd'hui live Facebook et non live Instagram. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. C'est le milieu de la semaine, donc encore courage quelques jours avant le week-end. J'attends quelques instants, je vous laisse arriver et je vous présenterai également mon invité du jour. Émission exceptionnelle. Donc je vous laisse le temps d'arriver. Salut Pipo, et on pourra rentrer dans le vif du sujet avec un invité exceptionnel. Donc ne tardez pas à vous connecter. Je sais qu'il y a le match actuellement, Paris Saint-Germain-Lille, mais ce que je vous propose sera encore de meilleure qualité. On va attendre que tout le monde se connecte tout doucement, mais sûrement. Il est 19 h. Vous êtes peut-être sur le chemin du retour, vous venez d'arriver. Alors attendez, hop, on va y arriver. Voilà, j'ai envoyé une invitation à mon invité qui devrait plus tarder à se connecter. Et n'hésitez pas à me donner le score en direct du match de Coupe de France, le choc de ce tour de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et le LOSC. Le Paris Saint-Germain qui mène pour l'instant 2-0. Euh, Est-ce logique? Je ne sais pas. En tout cas, les deux buts sont marqués du côté parisien par Icardi et Mbappé. Mbappé, son 30e but de la saison déjà. Allez, je vous lis les informations. Ça fera venir certainement l'invité et les autres abonnés. Milik serait la priorité de la Juventus de Turin pour renforcer son attaque cet été. Ah bah, oui, oui. L'idée du club est de l'associer à Cristiano Ronaldo. Karim Benzema, encore en feu hier, n'est plus qu'à une réalisation de Roger Courtois, second meilleur buteur français de l'histoire avec 363 buts. Bravo à Karim Benzema. La Ligue professionnelle belge de football a voté à l'unanimité. Pardon. Oui, je ne sais pas. L'unanimité, je vais y arriver, en faveur d'une fusion de son championnat avec celui des Pays-Bas. Des actions de sensibilisation consacrées à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme seront mises en place lors des 30e journées de Ligue 1 et de Ligue 2. J'ai du mal ce soir. Et Brest va rembourser les abonnements de ses supporters. Donc je ne sais pas si des Bretons vont se connecter. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Et bravo au club, au Stade Brestois, de faire cette démarche, étant donné que c'est un peu compliqué. Voilà pour les informations que j'ai pu noter. Je vais voir où se trouve mon invité. Je vais lui envoyer de nouveau une invitation. Alors, ah, j'ai cru le voir. Je reviens. Hop. Ça demande quelques réglages. J'y vais. Bonsoir Bernard. On attend mon invité du jour, Bernard Lyons, grand journaliste de l'équipe.
La connexion se fait tout doucement, mais sûrement. Alors, on attend avec impatience Bernard Lyons. Ah, c'est pas grave, on va retenter. On va retenter, hein. C'est des choses qui arrivent. Alors. J'ai déjà envoyé mon invitation donc à Bernard. Je l'attends. Alors, ah, ça y est, il est là. Ah, bonsoir Bernard. Ma- Magique, formidable. Exactement, On a, on a, magique. on n'arrête pas le progrès, hein. Non, non, Exactement, je m'excuse. exactement. Je suis désolé, je sais pas ce qui s'est passé en fait. Non, non, pas de souci, pas de Bon, souci. C'est pas grave. L'important, c'est qu'on puisse discuter, échanger, Bernard. Donc, forcément, au fur et à mesure du live, euh, on reviendra sur ton dernier livre, hein, Derrière la porte verte, que j'ai eu le plaisir de lire. Et franchement, euh, j'ai commencé un épisode, j'ai fait le deuxième, j'ai fait le troisième. Franchement, ça se lit, mais superbe, trop bien, trop bien. Et forcément, il y a tellement d'anecdotes, ça va être compliqué d'en ressortir une parmi d'autres, mais on y viendra. Et comment ne pas commencer par cette phrase du début de ton bouquin, Bernard, qui ne se plante jamais n'a aucune chance de pousser. c'est un J'adore. vieux, c'est un vieux proverbe arabe. Ouais, 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 mais j'adore. ouais, ouais, j'adore, mais parce que c'est toujours la même chose. Deux fois, on reproche aux journalistes de se tromper. Alors, le but du jeu, quand même si c'est pas un jeu, c'est un métier, c'est se tromper le moins possible. Et il arrive quelquefois qu'on commette des erreurs. Pour ça, j'ai voulu juste le rappeler. L'infaillibilité n'existe pas dans le genre humain, pas plus qu'elle existe chez vous, chez nous et chez les journalistes. Exactement. Donc, étant donné que tu es grand supporter des Verts, moi je l'ai été, hein, au tout début, maintenant je suis devenu, je ne le cache pas, supporter du PSG. Mais Ouais, donc, t'as mal tourné, quoi. je sais T'avais pas. bien commencé, puis après, t'as mal tourné. Voilà, c'est parti en sucette complet. Ben, ça arrive, hein. Peut-être, peut-être. Bon, moi, j'ai été forcément bercé par l'époque de Michel Platini. Donc, après, étant donné qu'il est parti, j'ai changé aussi de maillot. Mais revenons peut-être au week-end dernier avec Saint-Étienne. Et tant mieux, Saint-Étienne a connu de nouveau la victoire du côté du SCO d'Angers. Claude Puel a dit, j'ai un groupe qui vit, tout le monde est prêt à disputer un long sprint. Est-ce que selon toi, c'est le maintien est dans les cordes de la S Saint-Etienne? Mais c'est même une anomalie, parce que quand tu as un budget aussi conséquent que tu t'appelles à Saint-Etienne, que ça fait une dizaine d'années que tu as stabilisé le club dans le top 6, top 7, voire même dans le top 4, puisque tu as réalisé plusieurs parcours en Ligue Europa, que tu as des joueurs de niveau international comme Wabi Kazri, Denis Bouanga, Youssouf, là je parle sur les internationales espoirs, mais on ne va pas tous les citer, Non, tout mais à fait. Debuchy, Koloseviak, tu n'as pas une équipe pour jouer le maintien, ça c'est une vue d'esprit. Tu as une équipe qui fait, si elle fait son championnat, disons, termine entre la 8e et la 10e place, sauf que ça fait 17 mois que cette équipe-là, elle est entre la 17e et la 20e. Et c'est vraiment une anomalie. En effet, des anomalies. Mais comment ne pas non plus, sans pour autant remettre en cause la stratégie ou les décisions de Claude Puel, je ne me permettrai pas, mais en début d'année, il a voulu mettre les anciens dans le placard, les placardiser, on va dire. Et puis, ben,
l'international tunisien Kazri lui a démontré qu'il était encore capable de démontrer beaucoup de choses. D'ailleurs, il a été meilleur buteur il y a 2 ans de Saint-Étienne. Mm. Un temps sur le départ, finalement, c'est peut-être lui qui va sauver Saint-Étienne. Ouais, ils ont un petit peu mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'ils ont décrété une opération dégraissage massif, parce que les meilleurs joueurs, ce sont souvent les plus gros salaires. Je pense notamment à Kazri, Boudebouz et quelques autres. Mais ils ne se sont pas rendus compte qu'on était dans une situation extrêmement particulière, parce qu'on est dans une pandémie de Covid-19, avec des championnats qui se sont arrêtés, d'autres qui ont repris à huis clos. Et forcément, cela a impacté les finances d'énormément de clubs. Et qu'avant de décider de se séparer d'un joueur, ben, il faut déjà le vendre. Et tout le problème, ça a été ça, c'est qu'on les a écartés avant d'avoir des possibilités de les vendre. Alors, il y avait une liste de 7 joueurs. Il y en a quelques-uns qui ont trouvé une porte de sortie. Je pense à Diego Placente qui a été prêté, surtout à Yann M'Vila qui est parti Oui. faire les beaux jours de l'Olympiakos Le Pirée. Mais tous les autres joueurs, Boudebouz, Trauco, Kazri et compagnie, mais ils sont restés parce qu'ils ont des bons salaires et parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. Et que la demande, vu leur niveau de salaire, ben, elle n'était pas très importante parce que, je le répète, on est dans des années extrêmement particulières. Et là, l'erreur de stratégie des dirigeants stéphanois, c'est d'avoir auto-décrété qu'ils étaient partis avant même de voir s'ils avaient la possibilité de les faire partir. Et ils ne sont pas partis, ils sont restés. Donc finalement, on nous avait fait croire qu'on allait faire un championnat avec une équipe de Gambardella. Je m'excuse, mais la Ligue 1, c'est tout sauf un championnat pour les jeunes, parce qu'il faut être aguerri. C'est un championnat qui est dur physiquement et d'un point de vue athlétique. Et ça n'a pas fonctionné. Et tu le disais à l'instant, ce qui est assez cocasse quand même, c'est que la victoire à Angers la semaine dernière, elle a été signée de Wabi Kazri, le revenant, mais aussi avec l'apport de Koloseviak, du jeune Youssouf, jeune et moins jeune, des entrées de Boudebouz et de Monet Paquet, c'est-à-dire que des vieux briscards, que les grognards de la Saint-Etienne. Et le maintien, mais moi je maintiens sans jeu de mots que c'est une aberration de voir la Saint-Etienne avec cet effectif-là, où on nous parle qu'elle va dans le mur et on nous parle qu'elle joue le maintien. Malheureusement, c'est la réalité sportive de ce club. Exactement. Et comment ne pas également évoquer le dossier Ruffier? Comment a été gérée Ah bah oui, ah bah oui. la carrière de Ruffier? Parce que je pense qu'il avait encore pas de belles années devant lui, Stéphane Ruffier. Et finalement, on l'a presque dégoûté du football. Ouais, alors ça c'est encore un truc assez incroyable parce que tu aies des divergences de vues, ça c'est toujours arrivé entre un entraîneur et son entraîneur ou son président et tout. Mais dans ce moment-là, si tu veux, c'est pas compliqué. À partir du moment où tu arrives pas à pouvoir travailler ensemble, et c'est propre dans toutes les entreprises, dans ces cas-là, la solution, ben, tu essaies de trouver une séparation à l'amiable, tu essaies de trouver un arrangement pour que les deux parties s'y retrouvent. Stéphane Ruffier était plus heureux à Saint-Etienne. Quand elle n'arrivait pas à travailler avec lui, ben, on trouve une solution à l'amiable, il lui restait un an de contrat. Au lieu de cela, la situation s'est enlisée, s'est embourbée. C'est aussi un des plus gros salaires de la Saint-Etienne. Oui, Et ça finit par une situation ubuesque, par le licenciement prétendument pour faute grave de Stéphane Ruffier. Donc ça finira au prud'homme, ça va coûter très très cher à la Saint-Etienne. Et c'est un manque sportif indéniable. Comme je l'ai écrit dans l'épisode que je lui ai consacré oui. dans le livre Derrière la porte verte, je termine en disant qu'en feuilletant son livre d'or, Saint-Etienne a renversé l'encrier de la page Stéphane Ruffier et forcément, il en restera une tâche. Exactement, exactement. Et je te rejoins là-dessus. Donc avant de parler de ton livre, peut-être petite parenthèse là, Ouais, pendant qu'on se parle, il y a le match de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et le LOSC. Certes, le Paris Saint-Germain mène 2-0. C'est un match un peu bizarre. Il n'y a pas trop d'intensité, je trouve. Forcément, revenons 2 secondes, voire 2 minutes même, sur le championnat de Ligue 1, Bernard. Cette année, le championnat est vraiment disputé. Euh, Est-ce que Allez, je me permets cette question. Quel est ton favori? pour le titre, alors si tu vas dire le Paris Saint-Germain parce qu'ils ont forcément l'effectif, la force de l'habitude, presque la routine d'être champion, mais je vais mettre quand même une petite piécette sur Lille pour deux raisons toutes simples. La première, c'est que si tu fais leur ratio points par match, on est à la 29e journée, c'est ça, ils sont à 2,2 points, Hmm. ce qui les amènerait à 82 points
en fin de saison, ce qui serait exactement le nombre de points qu'a obtenu Montpellier en 2012, quand la Paillade a été sacré champion de France à la surprise générale. Alors on me dit, ouais, c'est une course en tête du classement au rabais, avec des équipes qui ne sont pas si bonnes. Non, pas du tout. Parce que je n'ai pas l'impression qu'en 2012, les Bouts de Bouze, Giroud, quand ils ont été champions de France, Montpellier est un champion de France au rabais. Ce qui force un petit peu l'analyse, à mon sens, c'est la déception du Paris Saint-Germain, qui ne fait pas du tout un championnat auquel on était en droit d'attendre. Mais si tu regardes les temps de passage, parce que c'est intéressant, la saison dernière, le deuxième qui était Marseille avait 56 points et le troisième qui était Rennes avait 50 points, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà à plus de 10 points de retard sur les 3 premiers aujourd'hui. Donc, ce n'est pas du tout un championnat rabais, contrairement à ce qu'on en pense. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus, ce qui fausse un petit peu l'analyse, c'est la déception du Paris Saint-Germain. Vous vous rendez compte, peut-être que le Paris Saint-Germain va être champion de France en ayant perdu à Lorient et en ayant perdu au Parc des Princes devant Nantes. Ça ferait un petit peu tâche. Voilà. Et puis la deuxième raison qui me fait pencher pour Lille, c'est qu'ils sont sortis de la Coupe d'Europe, qu'ils ont un très très bon effectif et un très bon entraîneur. Je connais très bien Christophe Galtier. J'ai discuté encore avec lui il n'y a pas plus tard qu'une semaine. Et je trouve qu'à 54 ans, pardon, c'est un entraîneur qui arrive à maturité. Il n'a pas la peur, vous savez, du tennisman quand tu n'as pas l'habitude. Vous savez, tu arrives la peur de gagner, de mettre le point décisif. Je l'ai senti très décidé, très mature dans sa réflexion, très lucide sur ce que peut et ne peut pas faire son équipe. Et c'est pour ça que quand on voit quand même que le PSG encore de la Ligue des Champions à disputer, ce qui est son principal objectif, il ne faut pas oublier que le PSG est finaliste de la Ligue des Champions. Exactement. Je me dis, ils ont peut-être un petit peu la tête encore à la Champions League, un peu moins au championnat. Et si Lille ne lâche pas, parce qu'aujourd'hui, Lille a 3 points d'avance, hein. Si Lille gagne tous ses matchs d'ici la fin de la saison, Lille sera mathématiquement champion de France. Oui, mais il y aura une confrontation directe contre le voilà, il y aura une confrontation directe. Alors, c'est évident que si Lille perd, mécaniquement, le Paris Saint-Germain reviendra à la hauteur. Maintenant, je ne suis pas trop d'accord aussi avec les discours qu'on entend de ces matchs de confrontation directe, ces fameux matchs à 6 points, vont décider du titre. Ça, à mon sens, c'est vrai sur une saison normale. Mais j'insiste là-dessus, ce n'est pas une saison normale à cause de la pandémie. La préparation a été tronquée, la reprise a été tronquée. On joue dans des stades sans spectateurs, c'est une tristesse infinie. On voit beaucoup d'équipes qui perdent à domicile, etc., etc. Donc, dans un championnat normal, le Paris Saint-Germain n'aurait pas perdu à Lorient, n'aurait pas perdu devant Nantes, mais on n'est pas dans un championnat normal. Et, j'insiste là-dessus, ils ont perdu à Lorient et ils ont perdu devant Nantes. Ça veut dire qu'il reste une dizaine de matchs. Tu n'es pas à l'abri que les uns, ce qui est valable pour le Paris Saint-Germain est valable aussi pour Lyon, Monaco et Lille, que ces équipes-là se fassent accrocher sur des équipes qui n'ont plus rien à jouer de bas de tableau. Et ces matchs-là, excusez-moi, mais c'est mathématique, ils valent aussi que 3 points. Ah oui, on est d'accord. Il faut remporter tous les matchs. Mais c'est vrai que le Paris Saint-Germain, malgré son nombre important de défaites, même incroyable, de 7 défaites. C'est historique, hein? Comment? C'est jamais arrivé sous l'ère QSI. Hein. Exactement. Mais alors, je vous coupe. Vous avez l'impression que je suis dans le désert, là? Parce que j'ai l'impression que je suis tout rouge et que je suis. Non. Alors, je vous rassure, je suis à Paris. Je ne suis pas dans le désert. Hein. D'accord. Non, mais tu fais bien de. Ça va ou vous voulez que je change de place? Parce que j'ai l'impression que je brille de partout. Bien, Bernard. Tout va bien. Donc, on verra pour le Paris Saint-Germain. Et même si il a connu cette défaite, le Paris Saint-Germain peut encore terminer premier. Donc, on verra ce qu'il en est dans les prochaines journées. Radio, télé, presse écrite, Bernard, est-ce que ces trois activités sont complémentaires? On va rajouter l'édition quand même, parce que j'écris aussi des livres. Oui, J'en suis à mon devient. Oui, ils sont à la fois différents et complémentaires. C'est-à-dire que quand même, mathématiques, ça reste le football, mais c'est complémentaire parce que ça te permet d'aborder le même sujet avec une technique et un angle différent. C'est-à-dire que quand tu écris un article, par exemple, dans le journal d'équipe, tu as le temps de la réflexion, tu as le poids et la force des mots, parce que, comme on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc, c'est une construction intellectuelle. Quand tu parles à la radio, il faut, comme on fait là par WhatsApp,
il faut poser sa voix, il faut mesurer son intonation, Oui, essayer de pas trop faire voilà, tu vois. Donc c'est une autre technique. Et la télévision, c'est plus des, je vais pas dire des slogans, mais c'est pas des punchlines parce que j'aime pas ça, mais c'est des messages que tu délivres de façon synthétique. Et, exactement. et le livre, alors le livre, c'est un espace de création et c'est un espace de liberté parce que tu n'as pas les contingences de, tu as une intervention de 12 secondes, tu as tant de signes à faire pour faire entrer ton article dans la page, etc. Donc c'est un espace de liberté. Et en fait, les quatre réunis, ça me permet de me diversifier, de me renouveler aussi. Et c'est vrai qu'on voit l'importance qu'ont prise les chaînes de télévision, Mhm. notamment les talk shows dédiés au football, enfin au sport en général et au football en particulier. Et c'est notre manière d'aborder la même matière. Et Exactement. je trouve qu'intellectuellement, ça me titille, c'est motivant et c'est sympa à faire. Voilà, c'est très sympa. Moi, je ne fais pas de la télé pour passer à la télé pour que le boucher en face de chez moi me reconnaisse. Moi, j'y vais quand j'ai des choses à dire. Donc, c'est pour ça que j'y vais pas souvent d'ailleurs. Je ne dois pas avoir grand-chose à dire. Et puis Non, non, voilà, je suis d'accord. et puis je fais des livres parce que j'ai la chance d'avoir fait les premiers livres qui ont marché, d'avoir fait 1000 maillots de foot aux éditions La Martinière qui a été un gros carton. Et du coup, voilà, ça m'a ouvert d'autres créneaux, d'autres visions. Et puis encore une fois, des évasions. J'ai la chance d'être grand reporter au journal d'équipe et d'être assis, quoi, d'avoir un CDI. Donc je ne fais pas ça pour l'argent non plus. Donc voilà, c'est avant tout le plaisir d'écrire et d'essayer de faire partager sous des angles différents. J'ai fait des livres aussi sur des thématiques très différentes, pas que sur Saint-Etienne, de partager notre passion, parce que le foot, il ne faut pas l'oublier. On parle beaucoup de pognon, de trading, de marketing, etc. Mais en fait, c'est qu'une passion, quoi. C'est un jeu. Exactement. Le football, c'est un jeu, ça doit rester un jeu. Et pouvoir partager tout ça, ben, franchement, c'est bien. Et je vous dis, c'est émoustillant d'un point de vue intellectuel. Bah, je suis d'accord et c'est toujours intéressant Même de là, voir. regardez ce que je fais avec vous. Généralement, l'année dernière, à la même année, je le faisais avec mes potes, c'était à l'apéro. Bon, Bon, on le fera après l'année on bosse dernière. un peu. Alors c'est différent, mais prochaine fois on le fera, on boira à l'apéro. Ouais, Mais voilà, exactement. donc voilà, on est dans un monde aujourd'hui en perpétuel mouvement, en perpétuelle évolution. Et voilà, la pandémie fait que même si les librairies sont ouvertes, par exemple, j'ai pas pu faire de séance de dédicace et je le regrette dans les librairies, les salons du livre, etc. Donc du coup, on fait une communication entre guillemets par réseaux Mhm. sociaux interposés. Alors, je ne suis pas trop génération réseau social, peut-être plus Facebook parce que c'est les quadras, les quinquas. Et finalement, c'est une autre façon de communiquer, c'est une autre façon de s'adresser aux gens et c'est sympa. Exactement. Et c'est Ah très oui, sympa oui, aussi. Voilà. Donc, exactement, c'est tout exactement. nouveau. Donc, vous voyez, même à mon grand âge, à 50 ans, on peut faire des trucs de jeunes et trouver du plaisir. Exactement. Je partage complètement Bernard. Pour ne pas oublier, moi j'ai donc adoré aussi l'autobiographie de Jean-François Larios. J'ai joué avec le feu. Comment as-tu eu l'idée d'écrire sur lui, Bernard? Alors, l'histoire, elle est très simple. C'était d'un précédent livre. Vous voyez, c'est tout un processus. En fait, Cheminement. ouais, c'est un cheminement. J'avais décidé de faire la légende des vers par ceux qui l'ont écrite aux éditions Hugo. Alors, c'était un précédent éditeur. En fait, l'idée, c'est que j'ai tellement partagé de moments sympas, de repas avec tous les anciens vers, que j'ai la chance de pratiquement tous connaître personnellement. Mhm. Ils m'ont tellement raconté des histoires sympas, des anecdotes incroyables. Et le temps passe, ce sont des gens qui sont maintenant pratiquement tous à la retraite. Et je leur ai proposé de faire un livre un peu testamentaire. C'est-à-dire qu'au lieu de raconter, de faire un énième ouvrage sur la Saint-Étienne, c'est de compiler le témoignage de tous ceux qui ont fait la grande histoire de la Saint-Étienne. Donc j'ai rencontré à peu près une centaine de personnes. Je ne suis pas allé D'accord. sur Wikipédia, je n'ai pas pompé, mais ça m'a pris un an et demi. Je les ai tous rencontrés. On a passé des moments extraordinaires avec des moments qui n'étaient pas prévus. Je voulais voir Robert Arbin, et puis finalement, son meilleur pote, Georges Beretta, me l'a amené. On s'est retrouvé dans un petit bistrot au comptoir à l'Étra, à côté du centre d'entraînement. Et puis, on a commencé à boire le café. Puis, Georges Beretta était chercher les cigarillos. Et puis, on s'est mis là. Et puis, ils ont discuté comme si j'étais plus là.
D'accord. Et c'était pas du tout prévu. Et on a fait une interview croisée qui est géniale. Ils nous ont raconté leur jeunesse, parce que c'était le foot dans les années 60, c'était incroyable, alors que c'était des très grands joueurs. Et je les ai tous sollicités, y compris Jean-François Larios, qui à ce D'accord. moment-là était en très très mauvaise santé, qui allait se faire opérer, qui jouait un petit peu sa vie. Et il m'a dit, écoute, si je m'en sors, donne-moi ta parole d'honneur, que tu m'aideras à soulager ma conscience et Bien sûr. t'écriras mes mémoires. Et je lui dis, écoute, Jeff, non, je le voyais à l'époque, j'ai dit, Jeff, écoutez, oui, vous avez ma parole. D'accord. Et c'était, comme il est parti vivre en Espagne, c'est quelqu'un qu'en fait, de tous les anciens Verts, c'est pratiquement le seul que je connaissais pas. Enfin, je connaissais D'accord. sa carrière, je l'avais croisé quand il était agent quelquefois, mais c'est pas quelqu'un que je connaissais particulièrement et encore moins intimement. Un an est passé, le livre est sorti, La légende des Verts, parce qu'il l'a écrit aux éditions Hugo. Et un jour, il m'appelle et je lui dis, bah, je suis content d'avoir de vos nouvelles. Et il me dit, écoute, fils, voilà, je veux écrire mes mémoires. J'en ai plus pour longtemps à vivre, etc., etc. Il me dit, est-ce que tu tiens ta parole? Mais je dis, écoutez, moi, sur votre lit d'hôpital, je vous ai donné ma parole d'honneur, je la tiens. J'avais mis juste 3 conditions, dont une, c'était qu'on le fasse à ma façon, parce que je ne voulais pas que ça parte dans tous les sens. Bien sûr. Et je suis parti un peu à la découverte du grand Jeff à Pau. Je suis allé passer 8 jours avec lui, je ne l'ai pas lâché d'une semaine. Je logeais dans un hôtel qui était pile en face de chez lui, et on a passé nos jours, nos soirées, et même un petit peu nos nuits. C'était juste avant qu'il se fasse de nouveau opérer, et c'était une opération très très lourde. Et on a passé 8 jours comme ça, 8 jours et 8 nuits à discuter, à retracer sa vie. Alors, peut-être qu'un jour je raconterai, quand il y aura prescription, le making-of de la construction de J'ai joué le feu avec Intéressant. Jean-François Larios, mais c'était extraordinaire, c'était égal au personnage. Et vraiment, je me suis régalé parce qu'une autobiographie, franchement, c'est un travail colossal. Tu prêtes ta plume à quelqu'un. Moi, je ne voulais pas être le nègre. Vous savez, ça existe. Bien sûr. C'est des gens qui écrivent leur Oui. autobiographie, et puis en fait, finalement, c'est pas du tout eux qui l'ont écrit. Moi, je dis, moi, j'ai une condition, je suis le nègre de personne. Donc, on co-signe ton livre. Ça faisait partie d'une deuxième condition que j'avais mise. Et en fait, je me suis glissé dans la peau de Jean-François Larios. C'est ça qui était génial. Alors, pas vous cacher, hein, il y a une ressemblance un peu physique. J'ai pas du tout le talent de Jean-François Larios, mais d'un point de vue caractère, de côté un peu épicurien, amoureux de la vie et des choses de la vie, on s'est très très bien entendu là-dessus. Et j'ai passé des moments incroyables avec lui. C'était un grand moment. Et j'ai fait du Larios, c'est-à-dire que je ne suis pas parti dans un style en poulet. Je n'ai pas essayé d'écrire du Bernard Lyons, j'ai vraiment essayé de coller au plus près du personnage avec ses phrases à lui. Ah, Et Et Bernard, ouais, alors est-ce que si tu as pris la place, entre guillemets, bien sûr, de Jean-Michel, Jean-François Larios, euh, est-ce qu'on peut revenir sur l'anecdote de sa relation avec la femme de Michel Platini? ouais, qu'il ne nomme jamais. Il dit jamais son prénom. Il dit yeux bleus. Donc moi, j'étais très gêné par cette histoire. Donc j'ai laissé le temps s'écouler, qu'au moment qu'il soit mûr et disposé à m'en parler. Mhm. Et c'était un dimanche soir sous la pluie. On était dans un restaurant chinois à Pau. Ouais, il y a des restaurants chinois à Pau. On Bien avait sûr. mangé 4 nems, 3 trucs. Et puis à la fin du repas, le lendemain, il allait voir son cardiologue. Donc on avait juste pris une petite mignonnette de Saint-Émilion. Et puis à la fin du repas, il a un moment d'absence comme ça, comme il a parfois. Il réfléchit et il me dit et yeux bleus. D'accord. Et on est parti. Et on est resté jusqu'à 4 heures du matin dans le restaurant. Et il m'a raconté toute l'histoire. Et comme tout le monde, c'est le plus grand tabou de l'histoire du football français Oui. de ces 60 ou 70 dernières années. Ce que moi, je ne savais pas, je connaissais l'histoire parce qu'on me l'avait raconté. Ce que je ne savais pas, c'est que c'était une formidable histoire d'amour. Voilà. C'est ça que j'ai D'accord. découvert qui m'a énormément surpris. Et Michel Platini, alors il avait réagi comment à l'époque? Bah, ce que je raconte un peu dans le livre, parce que c'est quand même très, très particulier. Jean-François Larios avait été élu meilleur footballeur français en 1980. Platini, c'était pas encore l'avènement tout à fait du grand Michel Platini, mais pas loin. Et ils étaient tous les deux en équipe de France et ils sont partis tous les deux après.
ils jouaient tous les deux à Saint-Étienne et après ils sont partis tous les deux disputer la Coupe du Monde en Espagne. Donc c'était très, très compliqué. C'était une histoire qui leur appartenait parce que c'est une Oui, histoire tout à de fait. vie privée, mais qui a forcément déteint sur la Saint-Étienne et aussi sur l'équipe de France. Mais ce sont des histoires comme il en Il existe en existe d'autres, bien sûr. beaucoup dans tous les milieux. Moi, dans le milieu de la presse, ça existe. La seule différence, c'est que là, ça touchait quand même une des Une icônes, figure quand l'icône même du football du français et une football des icônes français, quoi. mondiales. Voilà. Voire même deux figures du Ouais. football français, à la fois Larios et Platini. Revenons donc à ton dernier livre, Derrière la porte verte, des histoires, des coulisses. Il t'a fallu combien de temps pour l'écrire, ce livre, Bernard? Alors, c'est un enfant du confinement. Voilà, parce que je me suis retrouvé, comme beaucoup de gens, hein, du jour au lendemain, confiné chez moi. Et moi, je me suis retrouvé envoyé spécial sur mon balcon parisien. J'ai un tout petit balcon. J'ai l'habitude de toujours partir. Et puis là, je me suis retrouvé assigné à domicile, sans jeu de mots. Et j'avais déjà commencé à travailler sur ce bouquin à partir de mars de 2019 où j'avais. Je vous racontais en fait la vérité. La vérité, c'est que je me retrouve au printemps 2019. Je suis à un déjeuner dans un restaurant à l'Étra, à la pause. Je déjeune avec des partenaires de la Saint-Etienne et on voit arriver Pascal Fendouno qui venait de jouer un Soccer Five avec des potes. Et une des convives me dit tiens, il n'est pas avec la femme de Landrin. Et je le regarde, je dis non, je dis vous n'avez pas vous. Vous n'allez pas me sortir cette espèce de vieille légende urbaine qui n'a pas de sens. Il me dit ah oui, monsieur Lyons, j'ai des choses à vous apprendre sur la Saint-Etienne que vous ne connaissez pas. Et je lui dis non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je dis parce que pour qu'elles existent, encore faut-il qu'elles existent. Et Mhm. pour savoir si elles existent, il faut les vérifier, tout simplement. Exactement. Et moi, j'ai vérifié. J'ai vérifié qu'il n'y avait pas eu cette histoire-là et que Fendouno n'avait pas eu d'enfant avec l'épouse la compagne à l'époque de Christophe Landrin, avec qui il était très ami. Oui. Et je me dis, c'est quand même terrible parce qu'il y a plein d'histoires, de rumeurs, de légendes urbaines qui courent, etc., etc., que ça serait bien de jour écrire. Voilà. Entre la vérité qu'on te propose, la vérité qu'on croit savoir, les choses sont pas forcément comme Et la vraie vérité. on te les a présentées. Et j'ai eu ce cheminement-là. Donc j'ai rencontré Christophe Landrin qui va raconter, c'est la seule interview qu'il y a dans le livre, Mhm. et il m'a raconté l'histoire qui est d'un basique absolu, qui est en plus l'interview elle est vraiment bien parce que c'est un mec intelligent, c'est un Ouais, mec elle est sensible. retranscrite telle quelle dans le livre. Ouais, ouais, ouais. Et puis après voilà, et puis je me suis dit je vais essayer de faire un bouquin un peu moderne. Mhm. J'ai dit je vais pas faire des parties, je vais faire des saisons, comme une Mhm. série en fait, une série télévisée. Alors d'aucuns diront que c'est Dallas. Le livre, ça ressemble à Bon, un Dallas. peu Dexter, hein, parce que parfois il y a un peu de sang quand même. Ouais, ouais. Et puis au lieu de faire des chapitres, je vais faire des épisodes. Voilà. Exactement. Et j'ai fait 6 saisons, 72 épisodes. Je pris garde En de ne pas 7. m'arrêter. 7 saisons, pardon, et 72 épisodes. J'ai fait très attention à m'arrêter à 69. Parce que 69, c'est le numéro d'immatriculation de Lyon. Et là, je vais pas me faire des amis. C'est ça. Et en fait, l'idée, c'était un petit peu comme un millefeuille dans lequel tu peux picorer. C'est-à-dire que le concept, c'est un personnage, une histoire. Alors, Oui. bien sûr, il y a un ordre chronologique parce que c'est au XXIe siècle, donc c'est de 2000 à 2020. 2020. Mais tu peux, par exemple, aller voir Ruffier Crash de fin. Tu peux aller à l'épisode, je crois que Ruffier, c'est l'épisode 68, lire l'épisode de Ruffier, continuer, remonter dans le temps. En fait, c'est un livre qui se picore. C'est un peu comme une série télévisée, en fait. Non, Tu non, peux mais rater, complètement. tu peux rater un ou deux épisodes et pas complètement largué. Voilà. Je suis d'accord. J'ai Euh, commencé par moi l'épisode 7 et après j'ai commencé par l'épisode 1. Donc voilà, ouais, bah, vous je suis le voyez. bon exemple. Donc, ça a fonctionné. Et voilà, Exactement. et j'ai essayé de faire des épisodes courts, musclés, un peu comme à la télé, finalement. J'ai rien inventé. J'ai juste essayé de prendre ce style-là littéraire. Alors, j'espère que Christine Angot me critiquera autant que ce qu'elle a critiqué. J'ai joué avec le feu, parce que ça avait été rigolo. C'est ce que je voulais dire, parce que je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase, mais quand on est passé chez Ruquier, Jean-François Larios a été invité chez Ruquier pour présenter le livre, et Christine Angot, elle a dit oui, mais ce livre, c'est du parler phrasé. D'accord. Et puis, elle a rajouté ce mot en disant, et en plus, il est écrit par un journaliste de l'équipe. Donc, je Ok. ne faisais pas partie de la caste, je ne faisais pas partie des nobles, et j'ai trouvé ça génial,
parce que je dis oui, c'est exactement, c'est du parler phrasé. C'est-à-dire que vous discutez avec Jean-François Larios, il ne va pas te faire de la grande littérature. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, beaucoup de réflexions, beaucoup de sensibilité, mais il parle avec ses mots à lui. Et moi, je ne veux pas faire un livre en faisant croire que Larios parle comme ça. Non, j'ai fait un livre vivant, musclé, punchy, parce que Larios, il parle comme ça, et il est comme ça. Et j'étais très content d'ailleurs. J'étais très, très content. Et il y avait Yann Moix qui, lui, a été un peu plus sympa. Il avait dit mais les titres, c'est du Audiard. Et c'était, ouais, c'était plutôt sympa. Donc j'ai accepté les deux, même si j'ai bien compris que le premier compliment était quand même assez méprisant. Mais moi, ça ne m'a pas dérangé parce que c'est un style littéraire que j'ai assumé. Comme j'ai assumé les critiques de la Saint-Étienne quand ils ont dit oui, mais c'est romancé. Oui, ce sont des histoires qui sont visitées ou revisitées. Et pour les rendre vivantes, j'ai reconstitué des dialogues. Alors, il te dit, oui, tu n'y étais pas. Ben, non, bien sûr que j'y étais pas. Pas dans tous. Il y a quelques histoires que j'ai vécues, mais c'est des dialogues reconstitués pour donner une trame un peu romanesque et vivante. C'est un style littéraire que j'assume totalement. Moi, je n'ai pas la prétention, en tant qu'auteur, de détenir la vérité vraie. J'essaie juste de raconter des histoires, des épisodes, des tranches de vie d'une grande famille qui est la Saint-Étienne, mais comme il y en a dans toutes les familles, des disputes, des moments de joie, des moments de peine, en essayant de les rendre le plus vivant possible. Et Toutes les comment histoires. faire, Bernard, parce que Oui, c'est comme je le disais au tout début, lorsque j'ai mis mes yeux dessus, j'ai pas réussi à le lâcher. Et difficile d'en sortir parmi les 72, en passant par l'histoire du Petit Prince du Chaudron, Alex, Guillou, le penalty gate d'Amouma, la prime de Galtier, l'ancien enfant chéri Rousset, la bamboula de Aletra, Nicolita, Puel et donc même Ruffier. Est-ce que, euh, est-ce que, est-ce que tu pourrais en ressortir une des 72 où ça va être compliqué? compliqué à quel sens? Euh, Baroterie, Dans le sens, celle qui t'a, comment dire, demandé le plus pas de travail, mais où peut-être tu pensais que ça allait peut-être euh, euh, pas aggraver les choses, mais peut-être avoir des répercussions derrière. bah, je ne suis pas naïf. Hein. Le Saint-Etienne, c'est un club que je suis maintenant depuis une dizaine d'années, que j'ai suivi d'un peu plus loin depuis 20 ou 30 ans. Je suis avant que je sois journaliste. Je sais très bien la force des mots et le poids qu'il peut y avoir. J'en ai sorti 72 d'histoires ou Oui, d'épisodes. J'aurais pu en faire au moins une centaine parce d'accord. que j'en avais d'autres histoires. Donc j'ai fait un choix. Et dans les 72, j'aurais pu aussi en mettre des beaucoup plus polémiques et dévalorisantes D'accord. pour la Saint-Etienne. Me suis refusé, à part pour l'histoire de Landrin, Fendouno, parce que je voulais remettre des choses à leur place et je trouvais que c'était pas bien ce qui se disait sur eux, mais j'aurais très bien pu m'attaquer à la vie privée des uns et des autres, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui ont eu de réelles incidences sur la Saint-Etienne. Moi, je ne me suis pas attaché à ça, j'ai évité, j'ai refusé d'attaquer en dessous de la ceinture. Ça, je D'accord. tiens quand même à le préciser. Très Il bien. y a beaucoup d'histoires aussi. J'aurais pu faire, c'est pour ça que le premier mot du livre, ce n'est pas un pamphlet contre la Saint-Étienne. Mm. Si j'avais voulu faire un pamphlet contre la Saint-Étienne, j'aurais orienté les histoires que j'avais retenues et j'en aurais fait un bouquin à charge. C'est pour ça Et que je n'ai pas du tout. pourtant Saint-Étienne a trouvé que tu as essayé de le déstabiliser, non? Oui, oui, j'ai eu dirigeants cet après-midi qui m'ont expliqué qu'ils avaient été meurtris. Ce à quoi j'ai répondu que la personne qui a été meurtrie, c'est moi. Parce que tu répondes au bouquin en faisant un communiqué de presse pour sauver la face devant les supporters, il n'y a aucun problème, ça je le conçois. Que tu fasses l'amalgame entre mon livre et une tentative de reprise du club plus ou moins fantaisiste par des gens qu'ils jugent pas recommandables, et c'est pas moi qui porterai et qu'ils attendent la fin de la conférence de presse pour balancer un communiqué de presse couplé, D'accord. je trouve ça totalement inélégant et Bien qui n'est pas sûr. digne d'un grand club comme la Saint-Etienne. S'ils avaient des reproches à faire à mon livre, qu'ils fassent un communiqué de presse. Ils menacent dans le communiqué de presse à deux reprises d'attaquer
mon éditeur et moi-même en diffamation, qu'il le fasse, mais que de grâce, il ne mélange pas Monsieur Poli, Rousset avec Bernard Lyons. Je n'ai rien à voir là-dedans. Moi, je ne suis pas du tout candidat à la reprise de la Saint-Etienne. Moi, je ne suis pas du tout dans les coulisses du club avec les petites inimitiés des uns et des autres. Moi, je suis journaliste. Ce qu'ils ne veulent pas comprendre, ce qu'on ne veut pas comprendre aujourd'hui dans le football moderne, c'est que moi, je suis journaliste. Je suis là pour retranscrire l'actualité et faire vivre le club. Il ne faut pas confondre le message du messager. C'est-à-dire, si le message ne te convient pas, et j'ai fait des papiers qui étaient des fois durs sur les uns et les autres, il ne faut pas reprocher au messager. Moi, je suis qu'un média, c'est-à-dire je retranscris le quotidien, la vie avec des choses bien, des choses moins bien, d'un grand club qui est la Saint-Etienne, qui est très populaire, qui est très suivi. Quand on décide de licencier Stéphane Ruffier, qu'on lui fait des mises à pied parce qu'à un moment, ou des reproches, parce qu'à un moment, il n'a pas mis le masque en montant dans sa Il est voiture, arrivé en et retard, on n'a pas je suis voulu. désolé, ça, ce sont des faits. Que les supporters stéphanois trouvent ces faits dégueulasses, pas bien pour Ruffier, je veux dire, excusez-moi, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, mon devoir de journaliste, ma déontologie, c'est que ces faits soient vérifiés, analysés, vérifiés et revérifiés et qu'ils soient justes. Voilà. Et Bernard, d'ailleurs, parce que tu en as parlé très rapidement, mais je vais me permettre de rebondir là-dessus quand même. Que penses-tu de cette possible reprise? Est-ce que finalement, là, dans ce cas-là, c'est pour déstabiliser le club ou il y a vraiment quelque chose de vrai peut-être derrière? Non, mais de toute façon, le communiqué, il est simple. C'était pour me salir, c'était pour faire un amalgame, et c'est de faire croire qu'il y a une cinquième colonne qui veut déstabiliser le club, et que le club se retrouve en difficulté à cause de relations, de phénomènes externes. Mais je suis désolé, s'ils se retrouvent aujourd'hui avec un effectif qui doit faire 8 dixièmes, et qui se termine depuis maintenant 15-16 mois à lutter pour le maintien, ils ont que s'en prendre à eux-mêmes, les dirigeants stéphanois. C'est eux qui ont pris les décisions, c'est eux qui ont pris les joueurs, c'est eux qui ont Tu choisi. réponds pas à ma question, hein, Bernard. Pourquoi? Sur cette possible reprise. Est-ce Non, que non, tu mais y crois? non, mais ce que je veux dire, déjà, la première chose, c'est ça. La deuxième, le projet de reprise, de rachat de messieurs Poli et Rousset, c'est un vieux serpent de mer qui date depuis pratiquement une dizaine d'années. La vérité, je vais vous la donner, c'est que au moment où le club s'est retrouvé en cessation de paiement, c'est en février 2009 ou 2010, peu importe, il y a M. Poli qui est arrivé en faisant miroiter de l'argent à Roland Romeyer, le président du directoire de la Saint-Etienne, et co-actionnaire majoritaire du club, et que visiblement, il a signé un papier. D'accord. Voilà. Et depuis, il se retrouve avec cette espèce d'épée de Damoclès et ce papier qu'il n'aurait pas dû signer, qu'il a signé. Alors, ils font tout pour le dénigrer, monsieur Saint-Etienne. Mais si tu veux, au final, d'ailleurs, je n'ai pas fait d'épisode, tu remarqueras là-dessus, parce que le fin mot de l'histoire, on ne le connaît pas encore, et que pour en avoir discuté avec les uns et les autres, c'est pas clair. Et donc, moi, je n'ai pas voulu me positionner en faisant un épisode qui était un peu bancal et que je pouvais me reprendre en pleine gueule. Parce que, je vais vous faire une confidence, j'ai sollicité 92 personnes. Parce que ce n'est pas le fruit de mon imagination, ce livre. Derrière la porte verte, je ne suis pas allé derrière. J'ai poussé la porte verte et j'ai sollicité 92 personnes. 89 ont accepté de m'aider à vérifier des informations, à vérifier des dialogues, à vérifier des montants, etc., etc. Et vous vous rendez bien compte, vous devez bien vous imaginer que sur les 89 personnes, la majorité sont des salariés de la Saint-Etienne. Oui. Donc, mais essayer de me faire croire que, oh là là, j'ai fait un truc qui a déstabilisé le club, qui l'a meurtri, alors que c'est ces mêmes personnes qui m'ont aidé à écrire le livre. Ok, je veux bien que c'est de la communication. D'ailleurs, c'est une communication avec un communiqué qui a été un petit peu maladroit, parce que cette histoire d'amalgame de Bernard Lyons, Poli, Laurent Rousset, espèce de force occulte, les gens n'y ont pas cru, et ils se sont pris finalement le communiqué dans la gueule, si vous m'excusez l'expression, parce que les gens ont dit non, mais à un moment, il ne faut pas raconter n'importe quoi.
Bernard, bon, tout à l'heure, tu nous disais que tu n'étais pas dans le désert, et donc je te demanderai pas de faire un striptease, mais j'ai lu quand même que Romeyer s'était tatoué une panthère noire sur le Oui, haut de oui, son oui, biceps. Et oui, oui. toi, t'as aussi un tatouage de la S Saint-Étienne? Non, moi, j'ai qu'un seul tatouage, ce qui est très rare parce que j'ai plein de copains qui sont tatoués et on m'a toujours dit si t'en fais un, t'en feras plusieurs. Donc, moi, j'en ai qu'un et je l'ai fait quand j'étais dans les troupes de marine à Nantes. C'est-à-dire, oui, je fais partie de la dernière génération. J'étais la dernière incorporation à l'armée, donc j'ai fait mon service militaire. Je me suis trouvé au 7e RCS, régiment de commandement de soutien à Nantes, ce qu'on appelait les Marsouins. Et je me suis fait tatouer sur le cœur un aigle qui a son zénith. D'accord, très bien, Bon, très alors c'est pas bien. une panthère, voilà, je suis désolé. C'est Et, ça. et j'en ai pas fait de deuxième. Ouais. D'accord, d'accord. Bon, on verra, t'as encore le temps. Euh, le... Bon, je crois connaître ta réponse, mais est-ce que l'AS Saint-Étienne est un plus grand club que Marseille ou Paris ou Lyon même? Bah, c'est toute la question. Alors, je répondrai pas par une pirouette, mais en fait, on dit que la Saint-Étienne reste à la France ce que la Juve est à l'Italie, sa fiancée. La Juve, c'est la fiancée des Italiens. Saint-Étienne, les Verts ont pendant très longtemps Oui, été la fiancée de la France. Et ça le reste aussi parce que, tu sais, je me balade beaucoup dans toute la France et en Europe, dans les dom-toms, etc., en Afrique aussi. Et c'est dingue de voir que ce club qui a eu une traversée du désert avec des 2-3 descentes, avec aucun titre pendant plus de 20 ans, est resté dans le cœur des gens. c'est vrai. C'est un peu une Madeleine de Proust. C'est nos tendres années, c'est les années 70. Il y a un peu un côté yéyé, nostalgique. C'est nous nous sommes tant aimés et nous nous aimons toujours. Et je C'est trouve vrai. il y a eu un renouvellement de génération grâce à la victoire en Coupe de la Ligue en 2013 face à Rennes, qui fait qu'il y a une nouvelle génération de supporters qui ont une vingtaine, trentaine d'années et qui aiment ce club, profondément ce club, parce que c'est un club vraiment à part. Et de dire que les Verts, c'est un club pour nostalgique, pour Pépé, c'est fini. Il y avait le grand-père, il y a le père, et maintenant il y a les enfants. Saint-Etienne, ça reste le club le plus titré, hein, parce que c'est le seul club qui a une étoile tricolore brodée sur son maillot au niveau du cœur. C'est le seul club qui a 10 titres de champion. Alors Paris va bientôt y arriver, j'espère, pas trop vite. Et après, ça a une dimension populaire aussi, Marseille, parce que Marseille, c'est un club formidablement aimé aussi en C'est France. vrai. Je mettrais, alors peut-être Marseille est un poil au-dessus parce que ils ont gagné la Ligue des Champions Oui. en 93, là où Saint-Etienne n'est pas parvenu en 76. Mais ce sont deux clubs d'égale valeur. Après, il y a le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, c'est différent. C'est un club qui est beaucoup plus jeune déjà, Oui. puisque c'est un club qui a été créé qu'en 70. Tout le monde l'oublie, mais c'est un club qui est très jeune, qui a des moyens colossaux. Et puis, on a quand même dans cette France jacobine le Paris-Province. C'est ça. Bah, Il est à la fois aimé et détesté en fait. voilà, c'est comme Paris est à la fois aimé pour sa beauté architecturale, culturelle et artistique, et en même temps détesté parce que c'est le symbole de l'État centralisé et jacobin. Il y a un petit peu je t'aime moi non plus, mais Paris, oui, c'est devenu un grand club et c'est aujourd'hui incontestablement la locomotive du football français. Et on espère tous qu'ils vont arriver, les Parisiens, nous la gagner cette Ligue des Champions. Espérons, espérons, et le plus tôt possible. Et restons encore quelques instants ensemble, Bernard, et sur les titres. Entre 2000 et 2020, Saint-Etienne n'a remporté qu'une seule Coupe de la Ligue. Ouais, c'est incroyable, hein. Et c'est trop peu quand même pour un club du standing de l'AS Saint-Etienne. Ouais, je disais avec les dirigeants, avant qu'on soit fâchés, je plaisante. Vous savez, Ah oui, ça s'en va et ça revient. Non, mais je disais à Bernard Cayasso et à Roland Romeillet, je lui ai dit remonter les Verts à Paris. Moi, je me rappelle de mon adolescence, c'était les Verts à Paris, les Verts à Paris. Parce que on a connu ces époques-là que les supporters du PSG ne connaissent pas aujourd'hui, mais sur des finales de Coupe de France où le parc était vert, était ah oui, entièrement vert. Où on défilait sur les Champs-Élysées au lendemain d'une finale, d'une défaite en finale de Ligue des Champions. C'est à peu près invraisemblable, mais ça fait partie de la exactement, grande histoire des Verts, mais aussi de notre football français, de exactement. notre patrimoine. Mm. Et je leur disais, il faut absolument pour rabenir les Verts, faire une finale, la perdre ou la gagner, peu importe. Pourquoi? Parce que sur ces 20 dernières années, je m'étais fait une réflexion un jour, il n'y a que 3 clubs professionnels qui n'étaient pas arrivés, c'était Valenciennes, Toulouse et Saint-Etienne. D'accord.
Des clubs comme Evian Tonon Gaillard étaient arrivés, des clubs comme Nancy, des clubs comme Lorient, donc des clubs, des petits clubs, Nice, Oui, oui, voilà, avaient tous fait des finales. On avait même eu Calais, enfin, tu vois, oui. il y avait. Et dans tous les clubs professionnels, j'ai dit à un moment, il faut pouvoir écrire avec tes supporters, il faut que les supporters puissent écrire leur légende personnelle. C'est-à-dire, c'est bien sympa de dire l'OGC Nice a été un grand club, Bastia a gagné la Coupe de France en 80, etc., etc. Mais à un moment, les supporters, dans les changements de génération, tu as besoin aussi de vivre tes propres aventures. Quand ton papa ou ton grand-père te raconte sa jeunesse, les voyages, son amour du sport, ou son amour des femmes, ou ce que tu veux, à un moment, tu as besoin toi aussi de les vivre. Et je leur Effectivement. disais, faites l'effort sur les primes de match, sur les compos d'équipe et tout, mais ramenez les verres à Paris, ramenez les verres à Paris. Ouais, ça nous coûte trop cher, oui, ici, oui, là, non. Et on y allait en 2013. Et le parc, en plus, c'était une finale géniale parce que c'était face à Rennes. Le public breton est très chaleureux, très Oui. convivial. Il y avait pas de, il y avait, si tu veux, il n'y avait pas de tension comme il y a Non, eu. tout à C'était une fait. finale face à Lyon ou face au Oui. PSG, peut-être voire même face à Marseille. C'était une finale extrêmement festive, colorée, et il y avait plus de 60 000 Stéphanois. Et le lendemain, alors je me souviens très bien, j'avais pris un train très 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 tôt, j'avais pas dormi la nuit. Pardon. Il y avait une énorme panne à la gare de Lyon, à Lyon-Pardieu, et tous les TGV qui revenaient de Paris, il y avait des dizaines de milliers de Stéphanois, s'étaient retrouvés coincés et D'accord. n'ont jamais pu revenir à Saint-Étienne pour assister au défilé, à la parade dans les rues Ah, jusqu'à dommage. l'hôtel de ville. Et tu sais combien il y avait de personnes? Il y avait plus de 40 000 personnes. Ah, c'est beau. Non, non, mais. C'est incroyable. C'est Ah, ouais, ouais, incroyable. non, et c'est dommage. Et c'est dommage pour l'histoire de Saint-Étienne, espérons dans les prochaines années. Mais pour le meilleur buteur de l'histoire de Saint-Étienne, Hervé Révelli, les deux présidents, Remeyer et Cayazo, doivent démissionner. Est-ce la seule solution et unique selon toi? Non, mais non, mais c'est direction de démission. Avant de démissionner, ça c'était quand tu avais un football associatif, où c'était mis en place par la mairie. Et puis, si on n'était pas content du président, on disait direction, démission, direction, démission. Les supporters mettaient un peu de pression et le président démissionnait. Sauf qu'aujourd'hui, pour démissionner, avant de démissionner, il faut vendre Oui, oui. parce qu'ils sont des propriétaires d'une société privée. Donc, ils doivent démissionner. Ça, Hervé, il le dit parce qu'il est un peu resté dans le football à papa. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que pour partir, il faut qu'ils vendent. Et je sais, pour en avoir discuté avec Roland Romeyer, qui est un homme de la loi, pas un pur Stéphanois, mais un homme de la loi, avec sa fille, qui est une cardiologue respectée à Saint-Étienne, avec son fils, etc. Lui, il veut pas passer le club pour vendre le club et faire du pognon dessus. Ce qu'il veut, c'est Ah, laisser ça le ne m'étonne club pas. oui, dans de bonnes mains. Et d'ailleurs, on peut rendre grâce au président Romier. Vous voyez, comme quoi je ne suis pas rancunier, j'essaie d'être juste. C'est que quand King Street, avant de racheter les Girondins de Bordeaux, je ne sais pas si vous le savez, mais ils étaient venus pour acheter la Saint-Etienne. Et le président Romeyer avait rencontré les représentants de King Street à Lyon, dans un hôtel, parce que c'est là que tout se passe dans le secret. Et il a vu que c'était des fonds de pension américains, des fonds privés, et que ça allait pas le faire. Et du coup, il a refusé de vendre à King Street, qui a racheté Bordeaux. Et on voit aujourd'hui ce que ça donne les fonds de pension, quoi. Oui, ben d'ailleurs, on terminera peut-être avec Toujours. ça, Bernard. C'est vrai qu'il y a de plus en plus, il y a de plus en plus de fonds étrangers au niveau de la Ligue 1, voire de la Ligue 2. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce qu'on peut, est-ce que ça va peut-être générer des problèmes au sein des clubs français? Ben, déjà, nous, on est en retard par rapport à l'étranger, hein, parce que tu regardes en première ligue, pratiquement tous les clubs appartiennent. Je me suis Oui. enlevé la panthère que j'avais dans la gorge. Excusez-moi, j'ai bu Ah, un verre d'accord, d'eau. d'accord. Ça appartient tout à des capitaux étrangers, russes, avec Ibrahimovic, etc., etc. Ou américains avec la famille Glazer, Oui. pardon. Mais tu vois en Italie, la Roma, l'Inter, le Milan, etc., c'est la même chose. Nous, on était un petit peu en retard là-dessus parce qu'on a des règles de contrôle qui sont visiblement un petit peu plus strictes qu'à l'étranger. Aujourd'hui, la vraie problématique sur laquelle il faut réfléchir, c'est que regarde les fonds de pension ou les fonds étrangers, ils Mhm. investissent dans des clubs de Ligue 2. Oui. Sochaux, chinois, Troyes récemment avec Et Châteauroux?
avec Citigroup, Châteauroux, le PFC avec des fonds venus du Bahreïn. Pourquoi? Oui, Parce que tu achètes quelque chose à bas prix, oui, à bas coût, pas en Azerbaïdjan, mais en France. Si tu arrives à faire monter le club en Ligue 1, c'est jackpot. oui, C'est exactement. jackpot des droits télé. Alors bon, après les droits télé, ça sera plus exactement comme c'était, Oui, tout à mais fait. c'est le jackpot quand même. C'est-à-dire que tu mets une mise de fonds qui n'est pas très importante pour avoir un club qui est quand même très bien structuré. Je pense notamment à Châteauroux, Nancy, Sochaux. Ce sont des clubs qui ont un riche passé, ce sont des clubs structurellement de Ligue 1, qui ont une histoire. C'est pas un truc qui est préfabriqué. Et si tu montes en Ligue 1, c'est jackpot. C'est jackpot. Exactement. Mais c'est pareil pour le PSG qui a une intelligence extraordinaire. Le Qatar, c'est d'avoir acheté le Paris Saint-Germain par Oui, rapport aux Émirats Arabes Unis qui ont acheté Manchester City. Pour un truc tout simple. Parce que eux, ils ont acheté deux choses incroyables. C'est une étoile sur le cœur, oui. une tour Eiffel sur le cœur. Paris, c'est un Ouais, truc et l'étoile, ça qui. sera bientôt. Ouais, l'étoile, j'ai un peu anticipé. Mais l'étoile argentée pour la Ligue des Champions. Mais si tu veux, c'est un truc qui est dingue parce que en termes d'impact marketing, ça a un impact incroyable. Ça, c'est la Oui. première chose. Et deuxièmement, tu l'as acheté pour pas très cher par rapport à quand tu vas acheter un club de première ligue à Manchester City. Et Non, là-dessus, ça a été le génie des Qataris. on est d'accord, on est d'accord. Pour terminer, Bernard, bon, même si là, vous continuez à parler de votre livre, mais bon, vous connaissant, je suis certain, vous pensez déjà au suivant. Euh, euh, Même si, bon, j'espère que ça va se calmer avec l'AS Saint-Étienne, votre club de cœur. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à un futur livre, à de futures histoires? Alors, on m'avait proposé d'écrire un livre. Alors, je suis un autre éditeur sur la Saint-Etienne avec un concept qui me plaisait bien. C'était D'accord? un livre sympa qui allait me réconcilier avec tout le monde. Et bon, alors là, il y a le contexte du Covid. C'est un petit peu compliqué. Donc, du coup, le projet est en stand-by. Après, ça me prend quand même énormément d'énergie. Oui, Surtout que là, on a l'Euro 2020. Alors, bon, c'est en oui, 2021, mais pas plus tard que la semaine prochaine, je pars en Hongrie, à Budapest, pour m'occuper un peu de la Hongrie, qui est très adversaire des Bleus, que je d'accord. suivrai pendant l'Euro. Donc, ça me prend beaucoup de temps parce que une compétition, ben, ça se prépare bien en amont. Et c'est assez compliqué parce qu'il y a aussi tous ces problèmes de Covid, de déplacement, de confinement, etc. Vous n'y allez pas Euh, pour trouver l'attaquant qui manque à Saint-Étienne. ben, il me semblait que Claude Puel l'avait avec Charles Aby. Je rigole. Je Il y a plaisante. Modeste, depuis, il y a eu Modeste. Il y a Modeste. Il y a Modeste, ils l'ont fait venir. Bon. Ouais, donc voilà, pour revenir là-dessus sur les projets littéraires, je sais pas. J'ai réfléchi, j'ai un ou deux trucs en tête. Il faut voir si je vais avoir la force et puis aussi le temps. Voilà. D'accord, d'accord. J'aimerais bien Et repartir sur un livre un peu plus généraliste sur le football avec un angle un peu différent. Sachant quand même que l'année dernière aussi, j'ai réactualisé Mine Maillot dans la troisième version. Et puis j'avais aussi réactualisé La Légende des Verts par ceux qui l'ont écrite, il était sorti en 2015, il manquait 5 ans. Et 5 ans, il y a eu la finale de la Coupe de France de cet été face au Paris Saint-Germain, perdu malheureusement. oui, Donc voilà, donc ça c'est tout du travail d'entretien, de réactualisation. Ça prend beaucoup de temps, quoi. je me doute, je me doute. Alors attends, Bernard, il y a Pipo qui nous demande quel serait ton 11. Et je pense que ça va demander énormément de temps, mais ton 11 de rêve de la S Saint-Étienne. Ah oui, hein. Vous voulez que je Dur, me fâche t'inquiète, avec c'est tout le pas. monde, hein? Non, bah non, parce qu'il y a eu tellement de joueurs que. Mais après, Je vais en oublier et ils me pardonneront, mais dans les buts, Kurkovic. Euh, Allez, on va dire Janvion, Piazza, Lopez, Patrick Guillou. D'accord. Guillou. Non, je dis ça pour rigoler, parce D'accord. que tout le monde va crier au scandale. Euh, Milieu de terrain, euh, Herbin, euh, Herbin, Bill Domingo. Après,
Rachid Mekloufi, forcément. Euh, compliqué, hein. Ah, Pas mettre Langevert là-dedans, pas mettre Rocheteau, pas mettre Morachic. C'est compliqué. Aubameyang, Aubameyang, il est trop peu. Trop... resté, c'est vrai. Ouais, il est hmm. Hmm. Est-ce qu'on en a 11 là? Non, il m'en manque. Ah, moi, je pense qu'il manque les attaquants, non? Bah, les attaquants, on va quand même mettre Langevert, hein. On est obligé Exact. de Dominique Rocheteau. Après, il y a quelqu'un que vous n'avez pas connu, mais qui était un super joueur, c'était Kish Rivers, qu'on surnommait Mobilette, qui est un attaquant néerlandais, qui a D'accord. fait les grandes heures. Et puis, Il avait pas les cheveux un peu longs comme vous? Comme toi? ouais, mais il était tout petit. On l'appelait Mobilette, il a été très très vite. Et c'est lui qui a importé en France les chaussures à crampons. Ça n'existait Ah, pas à très l'époque, bien. mais je parle d'un temps, Qui, d'un temps qui très est un peu ancien. lointain. Mais non, non, d'accord. Très bien. Mais en tout Mais cas, ça a été. je l'avais déjà fait pour l'équipe et franchement, je m'étais creusé les méninges. Il y a tellement eu de grands joueurs à Saint-Etienne. Exactement, exactement. Mais est-ce que le plus grand joueur de Saint-Étienne, et donc c'est moi qui vais pas me faire d'amis, Bernard, et c'est pas grave, je prends ce risque. Est-ce que ça n'a pas été finalement Michel Platini? Alors, sur son passage à Saint-Etienne, non. Parce que j'en avais discuté avec Johnny Rep et j'en ai discuté un jour avec Michel Platini. Il lui manquait encore un petit peu quelque chose. Il avait le talent, il lui manquait un petit peu de culture du très haut niveau qu'il est D'accord. arrivé à acquérir à la Juve. Mais Oui. c'est quand même le dernier club français, Saint-Etienne de Platini. C'était l'homme aux 3 ballons d'or, c'est pas rien. Euh, je mettrais quand même aussi Robert Herbin parce que euh, c'est pratiquement tous les Le titres. Sphinx. Ouais, pratiquement. Ça a été un joueur formidable, Robert Herbin. Ça a été un grand entraîneur. Il a gagné 9 des 10 titres de champion de France de la Saint-Etienne, les 6 Coupes de France. Il lui manque le tout premier titre et la Coupe de la Ligue en 2013. Oui. Ça a été un monument de la Saint-Etienne. C'était vraiment un très, très, très grand personnage des Verts. Bon, On bah, mettra tant les mieux. deux. Voilà. On mettra Robert Herbin et Michel Platini. Voilà, exactement. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Mais c'est vrai que c'était des grands, grands joueurs français et bon, qui nous manquent. Bon, maintenant, on a le plaisir d'en voir d'autres. D'ailleurs, Kylian Mbappé a marqué aujourd'hui et continue ses performances incroyables pour son jeune âge. Et donc, d'ailleurs, Bernard, je ne sais pas si tu le sais, le Paris Saint-Germain a gagné 3-0. Donc, quand même, pour terminer quand même sur ce match, est-ce que ce match va jouer dans la tête des Lillois pour la fin de ce championnat? Bah, forcément un peu, parce que il y a, là, le PSG a pris un ascendant psychologique, indéniablement. Surtout que Lille ne s'est pas présenté avec une équipe réserve. Voilà. Exactement. Donc, oui, ça sera forcément un impact. De toute façon, on n'est pas stupide, hein, ni vous et moi. On sait très bien que si PSG récupère un Verratti, un Neymar et au top, est en train de le redevenir l'ami Mbappé, ils vont Oui. être quand même difficiles à arrêter. Voilà, ça on le sait, parce que les différences de budget sont quand même, ça reste colossal. Voilà. Mais Oui, je on vous est dis, d'accord. c'est sympa cette année qu'on ait. C'est-à-dire que le paradoxe du truc, c'est que si PSG est champion, ça va être un champion qui le sera sous les critiques, parce que ce qu'on a dit au début de notre intervention, c'est que voilà, ils ont perdu à Lorient, ils perdent Nantes, ils n'ont pas emballé le championnat, ils n'ont pas fait le grand match. Le PSG a fait qu'un grand match cette saison, mais le match qu'il fallait, c'était au Camp Nou. Pour l'instant. Et voilà, oui, pour l'instant, bien entendu. Et Lille aura fait une formidable saison. Voilà. Donc allez, Régulière. on va être sympa avec tout le monde. À Lille, le titre de champion et au PSG, la Paris, Ligue le des titre. Champions. Voilà. Allez. Voilà. Comme ça, deux champions pour le prix d'un et tout le monde sera content. En tout cas, merci beaucoup, Plaisir Bernard, partagé. pour ce temps passé. C'était vraiment un grand plaisir et ça m'a permis de me replonger dans cette belle histoire d'un club historique
qui est l'AS Saint-Étienne. Donc merci en tout cas pour ce temps passé et puis ben, j'espère à très bientôt Bernard. À très bientôt. Bonne Merci. Et puis soirée. à tous ceux qui nous ont regardés. Ciao. Exactement. Merci. À bientôt. Ciao, À ciao. bientôt. Voilà, c'est terminé avec Bernard, grand journaliste de l'équipe et on pourrait l'écouter des heures et des heures. Il a tellement de choses à nous raconter et pas que sur Saint-Étienne, même s'il est vert de cœur. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce live. Si vous n'avez pas vu le début, je le remettrai à disposition, donc n'ayez crainte. Merci pour les questions passées. N'hésitez pas à le commenter, le partager. C'est toujours le bienvenu. Je vous souhaite une bonne soirée et moi je vous retrouve vendredi pour un dernier numéro de la semaine avec un joueur qui est passé également par l'AS Saint-Etienne. Je ne vous en dis pas plus, restez présents sur les réseaux sociaux, vous en saurez très rapidement plus. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.